Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. À la une ce soir, Bouba Diop, grand officier de l'Ordre national du Lion. Le chef de l'État a décoré le Lion à titre posthume cet après-midi. Le musée du futur stade national du Sénégal portera également le nom du défunt milieu de terrain sénégalais. La dépouille de Pape Bouba Diop est arrivée cet après-midi à l'AIBD. Les pêcheurs de Thiaroye-sur-Mer ont battu le macadam. Leur revendication est relative aux licences de pêche. Recrudescence du coronavirus, le retour des mesures restrictives n'est pas exclu, mais en attendant, les autorités veillent au respect strict du port du masque, décision saluée par les Sénégalais. Bienvenue à tous. Pape Bouba Diop, grand officier dans l'Ordre national du Lion, la plus haute distinction jamais décernée à un sportif sénégalais. Le chef de l'État, Macky Sall, l'a élevé à ce grade à titre posthume. Le président de la République a dans la foulée fait part de sa décision de donner le nom de Pape Bouba Diop au musée devant être érigé dans l'enceinte du futur stade national du Sénégal en construction à Diamniadio, dans le département de Rufisque. Écoutons le président Macky Sall. Ses propos sont recueillis par Malik Tchandoum et Sédina Mbaye. Les morts ne sont pas morts, dit le poète de la Diop. Par ton œuvre grandiose, tu ne mourras jamais. Nous te garderons toujours dans nos cœurs. Ton souvenir restera à jamais gravé dans nos mémoires. Et pour honorer ta mémoire, j'ai décidé de vous élever à titre posthume à la dignité de grand officier dans l'Ordre national du Lion et également d'offrir ton nom au musée du football qui sera érigé très prochainement au stade du Sénégal à Diamniadio. En tant que croyants, nous acceptons le décret divin. Nous prions Allah, le Tout-Puissant, généreux et miséricordieux, de t'accorder sa grâce, de t'ouvrir grandes les portes du paradis et de te placer parmi ses élus. Que la terre de ta chère ville natale, de Rufisque, soit légère. La génération 2002 compte perpétuer le legs de Pape Bouba Diop, El Hadj Diouf, Halilou Fadiga, Alassane Ndour, Amdi Faye, Tony Silva, Aliou Cissé, Halidou Sissoko ou encore Henri Camara étaient tous au rendez-vous pour saluer la mémoire de Pape Bouba Diop. Pour l'ancien international sénégalais El Hadj Diouf, Pape Bouba Diop a marqué son époque. Nous l'écoutons toujours au micro de Malik Tchandoum. Ce coéquipier modèle, ce joueur de classe mondiale, cet homme de devoir et ce père de famille exemplaire. A marqué son époque, accompli fidèlement avec dignité sa mission sur Terre. Aujourd'hui, nous, la génération 2002 et celles qui ont suivi, saluons la mémoire d'un vrai lion. Un Gaindé que nous voulions tous ressembler, sur un terrain. Monsieur le Président de la République, permettez-moi de vous dire merci pour tout le soutien apporté à la famille de Pape Bouba Diop et aux sportifs sénégalais en général. Mais c'est aussi l'occasion de vous encourager à accorder davantage une oreille attentive à notre grande famille du sport. Papa Bouba Diop, que vous allez déplorer à titre posthume, mérite tous les égards de notre nation et de ses dirigeants. Il mérite le repos du guerrier, mais il mérite surtout de ne pas être oublié. Le Sénégal, notre patrie, a perdu un de ses illustres fils, mais surtout le plus veillant et le plus méritant de nous tous.
lors de la Coupe du Monde 2002. Avec son but inscrit contre la France à Séoul et la victoire de notre équipe dans la foulée. La prière mortuaire de Pape Bouba Diop se déroulera au terrain de basket des HLM Rufisque avant que le cortège funèbre ne se dirige au cimetière de Dangou. Le collectif des présidents de conseil de quartier de Rufisque avec la famille du défunt se charge de l'organisation des funérailles ce samedi. Ibrahima Khalil Ndiaye, président du conseil de quartier des HLM Rufisque, est au micro de Babacar Seck. On va quitter ici le terrain de basket après la prière mortuaire. On va arpenter l'avenue qui traverse les HLM jusqu'au rond-point. On va tourner à droite pour prendre la nouvelle avenue, pour prendre l'ASC Cité Millionnaire qui ont été déjà avertis. En ce moment, l'ASC Ndargundaou va nous attendre. L'ASC Nimzat aussi va nous attendre sur la route. Aussi bien que l'ASC JAD, aussi bien que l'ASC Kakalam, mais aussi l'ASC Libouki. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un décès, les gens se précipitent en masse sur les cercueils. Il y a de l'anarchie. On a confectionné des badges qu'on va remettre à la famille. Ils vont les donner à ceux qui vont soulever le cercueil. À part eux, donc le préfet nous a mis en collaboration avec le commandant de la police. Ils ont reçu un renfort de Dakar, de 100 policiers qui vont venir de Dakar pour les aider. Arrivé au cimetière, on va permettre à tout le monde d'accéder au cimetière. Mais à l'intérieur, on va ériger une barrière avec des balises qui va délimiter une certaine circonférence pour laisser les proches vraiment inhumer en toute quiétude le défunt Pape Bouba. Depuis l'annonce de sa mort, les hommages ne cessent de se multiplier. Le monde du football a salué et continue de saluer la mémoire de Pape Bouba Diop. Média ne sera pas en reste. Mohamed Kandji, nous aussi, nous pleurons la mort du milieu de terrain des Lions. Lorsqu'un grand homme est blessé, tous qui prétendent être grands doivent souffrir avec lui. Cette citation inclassable trouve tout son sens dans cette situation. Depuis sa mort, que l'on voudrait d'ailleurs fake news, toute une planète habituée pourtant au canular d'une année 2020 aux horreurs reste triste. Pape Bouba Diop, celui qui est resté célèbre pour avoir fait trembler les filets de la France lors de la Coupe du Monde 2002, est tombé dimanche dans les filets de la maladie de Charcot, une maladie neurodégénérative qui atteint progressivement les neurones et entraîne une faiblesse musculaire puis une paralysie. C'est tout un peuple qui est paralysé. Normal, car le milieu de terrain des Lions a donné le sourire à des millions de Sénégalais pendant la belle époque de 2002. Pape Bouba Diop n'est pas seulement cette légende qui a marqué l'histoire du football sénégalais en tant que premier buteur du pays dans une phase finale de Coupe du Monde et pour une première participation. Il est bien plus que ça, l'enfant de Rufisque est celui qui nous a délivrés des mains du colonisateur qui voulait rester maître même sur le terrain de jeu. Il sera difficile de résumer l'histoire et la carrière exceptionnelle de ce gentil géant issu du Jaraaf de Dakar et qui aura marqué les esprits. Nous allons alors nous contenter de lister quelques-unes de ses qualités en tant que joueur, à savoir le sérieux dans le rectangle vert, la discipline envers ses coéquipiers et ses adversaires et la rage de vaincre dans l'humilité. Il est parti sans dire au revoir, un adieu sur la pointe des pieds, silencieux mais déjà bruyant. Dans son ensemble, le pays tout entier tend ses mains au bon Dieu pour lui demander d'accorder son pardon et sa grâce à Pape Bouba Diop, qui restera à jamais dans nos cœurs et dans nos esprits. Repose en paix, Gaïndé. Les hommes tranquilles s'endorment, le lion est mort ce soir. Oh,
décembre 2018, 4 décembre 2020, cela fait 2 ans déjà, disparaissait Sidi Lamine Niasse. En ce jour de commémoration de sa disparition, ses amis, ses employés de Walfadjri lui rendent hommage. Ils se souviennent tous de leur guide et formateur. Naï Mariam Gaïnias et Mafal Fall étaient à Walfadjri Group. Reportage. Sidi Lamine Niasse, un juriste, enseignant, journaliste et guide religieux, un modèle de leadership aux yeux de ses proches. 2 ans après sa disparition, Thiaba Niaty, l'une des pionnières du groupe Walfadjri, se dit orpheline et rappelle tous ses confrères à plus d'implication dans le travail. Le groupe Walfadjri pleure toujours son PDG, le président directeur général. Le groupe Walfadjri pleure toujours son papa, parce qu'il était tout pour nous vraiment. Il était quelqu'un pour nous. Il a beaucoup fait pour nous, il nous a beaucoup appris. Il avait vraiment confiance en nous. Son fils, Cheikh Niasse, on est derrière lui. Bon, c'est pas facile, mais bon, on s'accroche. Il le faut, parce qu'il est jeune. Il est jeune et il n'a pas d'expérience. C'est un avocat. Donc il faut vraiment que nous formions un bloc derrière lui pour l'aider. Pour Pierre-Édouard Faye, rédacteur en chef de Walf TV, il est impensable de laisser sombrer le groupe Walfadjri après Sidi. Il aura eu une vie utile et on s'en rend compte déjà dans ces moments de tension, dans ces moments de crise au Sénégal. Tout le monde se dit « Ah, si Sidi Lamine était là ». Oui, l'ombre de Sidi Lamine plane toujours sur Walfadjri. Il nous manque terriblement, ça il faut le reconnaître. Mais également c'est une source de motivation. Cela nous donne encore de l'énergie et cela nous rend plus conscients de ce que nous avons entre les mains, que nous devons de conserver parce que quand même le groupe Walfadjri ne doit pas sombrer. À l'occasion de ce 2e anniversaire de la disparition du fondateur du groupe Walfadjri, ces travailleurs organisent des récitals de Coran pour le repos éternel de leur guide des pères, Sidi Lamine Niasse. L'autre point de l'actualité, le ministre de la Santé n'exclut pas le retour du couvre-feu. Abdoulaye Diouf Sarr s'est exprimé sur les augmentations des cas positifs de coronavirus qui pourraient entraîner une seconde vague. Mais la réponse de certains Sénégalais n'a pas tardé. Ils disent non à un retour des mesures restrictives. Un reportage de Seynabou Babou et Seydina Mbaye. Deux voies de liberté 6. Ici, clients et commerçants se rencontrent dans cet endroit transformé en mini-marché. Ce jeune homme estime qu'un autre couvre-feu n'est pas souhaitable, même si les craintes d'une seconde vague sont réelles. Nous en avions assez vécu du couvre-feu précédent. Si toutefois l'État décide de revenir à cela, ce serait vraiment dommage pour nous. Et nous souhaiterions qu'il y ait aussi des mesures d'accompagnement, car nous n'allons pas accepter de nous faire confiner alors que nous devons nourrir nos familles. Tout le monde dépend de nous. Vraiment, je pense que l'État devrait trouver d'autres solutions. C'est pas possible. Nañu dimbali, nañu ut yenen méthode, nañu ut yenen façon budul jéem a tëjaat nit ñi comme niñ ko défé won. Khadim Silla, délégué du marché, partage son avis. Le couvre-feu serait un coup de massue pour eux, compte tenu de la situation économique. Waaw couvre-feu mom dana metti. Ce serait vraiment regrettable de revenir à un couvre-feu. La situation économique du pays ne nous le permet pas. Les gens vivent du jour au lendemain. Les gens gagnent leur vie au quotidien pour nourrir leur famille. Peut-être que ça ne pose pas de problème à nos autorités, mais pour nous, citoyens lambda, ce serait vraiment très difficile car nous souffrons énormément. Cet étudiant redoute. Quant à lui, les problèmes de transport, si l'État applique à nouveau cette mesure d'exception. On sait avec le transport, surtout dans ce domaine-là, c'est très difficile. On a vu qu'il y a beaucoup de travaux ici à Dakar, partout. Quand tu passes, tu vois les travaux. Surtout ça, on a même les bouchons et tout ça.
Si on va revivre la même situation, ce sera catastrophique. La majeure partie de nos interlocuteurs s'oppose à un retour du couvre-feu. Ils redoutent plus ses conséquences sur leurs activités. Selon le dernier bilan du ministère de la Santé et de l'Action sociale, 184 patients sont encore sous traitement. Seynabou Babou, 80 nouvelles contaminations et un décès, ce sont les chiffres du jour du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Les autorités brandissent le bâton pour maintenir les gestes barrières. Les forces de l'ordre sont en train de mener des opérations pour obliger les Sénégalais à remettre leurs masques. Des riverains saluent la décision et exigent même des sanctions. Aïssatou Diak. À la rébus de l'université Cheikh Anta Diop, le masque bien porté, Sanoko, un jeune étudiant, salue les mesures prises par la police, notamment le port obligatoire du masque. Une mesure visant à renforcer la lutte contre la propagation de la Covid-19. Je pense quand même que l'obligation du port du masque et toutes les mesures relatives à la protection contre la Covid-19 instaurées par la police, est la bienvenue parce que actuellement depuis un certain moment, la population se contente de dire qu'il n'y a plus beaucoup de cas. Alors que le fait qu'il n'y ait plus beaucoup de cas s'explique par deux faits. Parce que tout d'abord, il n'y a pas assez de tests. Depuis l'instauration pour le paiement des tests de la Covid-19, il n'y a pas eu beaucoup de tests. C'est pour cela, moi je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de cas. Mais la maladie sévit quand même. À ses yeux, c'est la négligence des citoyens qui a entraîné cette deuxième vague. On a assisté quand même à la négligence des mesures barrières. Au niveau d'abord de la population, mais aussi il faut faire passer l'information. Il faut sensibiliser la population par rapport au danger de la Covid-19. Les mesures édictées par les autorités sanitaires doivent être respectées au risque de s'exposer à des sanctions. Fatou Kiné, on est consciente. Et qu'on veut que la maladie disparaisse, on a intérêt à respecter les mesures barrières. Ceux qui refusent de porter un masque doivent être sanctionnés. Malheureusement, une partie de la population ne croit toujours pas à l'existence de la pandémie. On ne peut pas être dans un pays, voir ce qui s'y passe et ne pas croire à la maladie. La maladie est là et les Sénégalais ont intérêt à prendre leurs précautions. Les autorités ont décidé de mettre fin au relâchement des Sénégalais vis-à-vis des mesures barrières. Les populations saluent cette posture et approuvent les sanctions brandies en cas de non-respect des mesures. Marche avortée de la Convention des professionnels de la santé. Néanmoins, ses membres n'ont pas manqué de dénoncer les maux qui gangrènent leur secteur. Selon eux, ils menacent également de passer à la vitesse supérieure en cas de non-satisfaction des doléances. Cette mobilisation entre dans leur stratégie de lutte pour l'application du système LMD dans le milieu sanitaire. Hawa Tchao et Seleman Diallo a été avec eux à l'École nationale de développement sanitaire. Ils ont brûlé des pneus, barré la route nationale pour montrer leur désaccord contre les accords de pêche. Les pêcheurs de Thiaroye-sur-Mer ont battu le macadam de la plage à la route nationale avant d'étaler un chapelet de doléances. Nous voulons tout simplement qu'on arrête les contrats de pêche, tout simplement. Mais imaginez, depuis quand vous avez vu un pêcheur marcher? Nous pêcheurs, nous connaissons même pas le marche. Parce que la mer était abondante, nous pêchons, nous avons d'énormes poissons. Notre problème, c'était pas la sûreté de la nourriture, ni des denrées alimentaires. Parce que la mer nous donnait ça. Mais maintenant, nous ne pouvons même pas assurer une dépense d'un mois. Qu'est-ce que nous allons faire? D'énormes problèmes. Et en plus, nous parlons de l'immigration clandestine. Mais le ministre de l'Emploi, il a des formations à donner. Mais ils ont dégagé le pêcheur. Ils ont dit que les pêcheurs ne font pas partie de ces formations. C'est eux qui nous obligent à partir en mer. Selon les manifestants,
Les maux que vivent les pêcheurs et les jeunes qui bravent les mers sont de la responsabilité de l'État. C'est pourquoi ces pêcheurs disent ne pas en rester là. La protestation est basée sur la cherté des machines hors bord, les contrats de pêche et les problèmes que nous rencontrons dans la mer. Les machines coûtent les 15 chevaux à 1 600 000. C'est trop cher. Nous, population de Thiaroye, donc nous contentons d'entendre nos habitants de Yoff pour qu'ils achètent de nouveaux machines et nous vendent les deuxième main. Tout est cher ici. L'essence, même le bois. Mais nous sommes dans quel pays donc? Et l'État ne nous permet pas donc de devoir ce qui est dur. Mais c'est ça, on ne peut pas croire ça. Non, aucune preuve n'est partie à la mer. Et nous avons décidé depuis hier, et nous avons décidé de rester jusqu'à 3 jours. C'est dans un désaccord total que s'est tenue la marche des pêcheurs de Thiaroye-sur-Mer. Si certains ne voulaient pas aller sur la route, d'autres ont préféré tout simplement barrer la route nationale pour montrer leur désapprobation des accords de pêche. Toutes nos excuses, c'était plutôt l'élément des pêcheurs de Thiaroye-sur-Mer descendus dans la rue pour montrer leur mécontentement face aux accords de pêche et à ce qu'ils appellent le bradage de la mer. Nous allons parler d'une autre marche, cette fois avortée, de la Convention des professionnels de la santé. Néanmoins, les membres n'ont pas manqué aussi de mettre sur la table les mots qui gangrènent leur secteur. Ils menacent également de passer à la vitesse supérieure en cas de non-satisfaction de leurs revendications. Cette mobilisation entre dans le cadre de leur stratégie de lutte pour l'application du système LMD dans le milieu sanitaire. Hawa Chao et Suleiman Diallo étaient avec eux à l'École nationale de développement sanitaire. Il n'y a pas de négociation possible par rapport au reclassement des techniciens supérieurs, par rapport à l'application du système LMD, par rapport au basculement à l'enseignement supérieur. Une initiative bien saluée par Cheikh Diop, secrétaire général de la CNTS Force du Changement. Pour votre prochaine marche, la CNTS Force du Changement mobilisera ses bases pour vous accompagner. Il faut absolument le respect des libertés syndicales. C'est un combat que nous allons mener avec vous. Les étudiants du privé et du public exigent la délivrance de leurs diplômes et interpellent l'État. Nous réclamons nos diplômes à l'État 2011-05. Jusqu'à présent, l'application tarde à se faire ici au Sénégal. Et les autres pays d'Afrique le font. Également, ce que nous fustigeons en tant qu'étudiants. Nous avons droit à obtenir nos diplômes. Nous avons droit à obtenir nos diplômes. Dans sa stratégie de lutte pour l'application du système LMD, le plan de carrière et le reclassement des techniciens supérieurs, la Convention des professionnels de la santé interpelle leur ministre face à ce problème et menace de passer à la vitesse supérieure si rien n'est fait. Hawa Chao, pendant ce temps, l'association des boulangers du Sénégal donne un ultimatum de 72 heures à l'État du Sénégal pour revoir le prix de la baguette face à la presse. Les boulangers affirment ne plus s'en sortir avec le prix de 150 francs. Ces professionnels du pain menacent de baisser rideau si le président Macky Sall ne réagit pas à leurs doléances. Voici Djibril Faye, le vice-président de l'association des boulangers du Sénégal. Il est interrogé par Mamadou Lamine Fati. Lancer un message très fort au chef de l'État, le président Macky Sall, pour qu'il sache que le prix du pain ne peut plus coûter 150 francs au Sénégal. On a sillonné toutes les 14 régions du pays et dans l'ensemble, tous les boulangers sont dans la difficulté. Tout le monde vit la difficulté. Ceci ne peut plus continuer. On lance un appel aux boulangers du Sénégal que dans 72 heures, si l'État ne règle pas le prix du pain avec la structure qui a été trouvée de 175 francs, nous allons décréter un mot d'ordre de grève de 72 heures sur l'ensemble du territoire national. Il est temps que l'État dise la vérité des prix. Le prix du pain doit correspondre exactement et avoir une relation de proportion avec
le prix de la farine. Mais on ne peut pas augmenter le prix de la farine à 18 000 francs et vendre le pain aujourd'hui au Sénégal à 150 francs. Ça, c'est fini. Donc, on est catégorique. L'État n'a qu'à dire la vérité des prix. Voilà. Le message ne sera pas très long aujourd'hui parce que si vous regardez dans la salle, tout le monde est en rouge. Comme nos comptes, comme notre trésorerie. Aujourd'hui, tous les trésoreries des boulangers sont en rouge. Ça ne peut plus continuer. Donc, on lance un message au chef de l'État, directement Macky Sall, parce que vraiment, Madame le ministre a tout fait, mais elle ne peut pas régler les secteurs. À vrai dire, elle a beau faire, elle ne peut pas. Elle est incapable. Donc aujourd'hui, il n'a qu'à négocier avec les acteurs, ceux qui vendent du pain en achetant de la farine. Mais il ne faut pas négocier avec des gens qui vraiment, ils n'ont même pas de boulangerie. Actuellement, ils ne vendent pas de pain. Ça, c'est fini au Sénégal. Actuellement, ce qu'on veut, c'est que les vrais acteurs soient au... Autre chose, la campagne arachidière bat son plein et la Sonacos a déjà collecté 2000 tonnes de graines, annonce du chargé de communication de la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal. Mais Babacar Ndiaye alerte et affirme que le rythme de la collecte est inquiétant. Il est interrogé par Babacar Fall. Aujourd'hui, au moment où nous vous parlons, la Sonacos a collecté au Grand Mot 2000 tonnes de graines. Si nous savons que la Sonacos était disposée à acheter le maximum de graines possible pour cette campagne-là, alentour 400 000 ou même 500 000 tonnes, parce que la Sonacos dispose des ressources financières pour cela. La Sonacos a préparé ses sites de collecte et de réception des graines. La Sonacos a également investi dans le relooking de son outil de production, ses machines. Donc la Sonacos s'est fait prête véritablement à aborder la campagne avec sérénité. L'année dernière, la Sonacos n'a pas pu mobiliser plus de 30 000 tonnes. Pour cette année-ci, les projections tournaient autour de 400 ou 500 000 tonnes, ou même plus, parce que, comme je vous l'ai dit tantôt, les ressources financières sont disponibles. Mais alors, c'est juste une alerte que nous lançons. Il serait de bon aloi que des réorientations puissent être faites, puissent être dégagées très rapidement. Et ça, nous espérons que la tutelle prendra ses responsabilités dans ce sens-là, pour quand même permettre aux industries locales, notamment la Sonacos, qui, n'oublions pas, est une société d'État, qui est en train de faire beaucoup d'efforts de restructuration, de réorientation, que la Sonacos puisse disposer de sa matière première pour faire fonctionner ses usines, pour payer ses salariés et pour véritablement participer de manière significative, comme c'est de sa mission, dans, n'est-ce pas, donc, l'économie, le développement de l'économie nationale. La filière arachidière avec ses difficultés, quelle réforme alors pour le directeur général de l'ASPRODEP? Les intermédiaires ne font pas correctement le travail. Ousmane Ndiaye déplore cette situation qui n'a que trop duré. Il demande aux intermédiaires d'aider l'État à mieux organiser le secteur. Il est également interrogé par Babacar Fall. Je crois que quand on dit intermédiaire, c'est quelqu'un qui est entre deux choses ou deux personnes. Effectivement, dans la filière arachide, vous avez deux acteurs qui sont vraiment essentiels. C'est le producteur et c'est l'industriel transformateur ou l'exportateur. Entre les deux, vous avez des gens qui facilitent le travail. Notre gouvernement a fait des efforts pour soutenir l'agriculture et surtout la filière arachide, comme tout bon gouvernement. Malheureusement, l'efficacité qui était attendue, le gouvernement n'arrive pas à avoir cette efficacité parce que tout le monde ne joue pas le jeu. Donc, de tels intermédiaires qui, en fait, doivent, en tout cas, faire le travail qui est le leur, ne le font pas correctement. Et donc, en ce moment, les ressources publiques qui sont mises à leur disposition ne vont pas là où elles doivent aller. Et donc, ces ressources ne peuvent pas produire les résultats qu'on attend de l'utilisation de ces ressources. Et donc, il y a une inefficacité.
Et ça se traduit par quoi? Ça se traduit par des productions qui ne sont pas là quand en fait on les attend. Ça se traduit aussi par le fait que des paysans peuvent ne pas être payés au bon prix. Ça se traduit par le fait que également la collectivité nationale, donc tous les Sénégalais, nous perdons de l'argent alors que nous l'avons investi et nous espérons des résultats qu'on ne verra jamais. L'information continue sur www.emedia.sn à 21h45. Retrouvez Khalifa Diakhaté dans Intérêt Général. Tout de suite, la dernière partie de la totale bloc d'information avec Cheikh Hassan Affal. À demain pour un autre journal.